Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur notre webinaire sur l'avenir des emballages industriels. Nous sommes ravis de vous accueillir. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le webinaire, donc nous sommes heureux. Je m'appelle Vienna et avec ma collègue Ingrid qui est à côté de moi, nous allons vous présenter ce webinaire. Et derrière les écrans, mais aussi dans la salle également, donc il y a Philippe et Tom qui vont répondre à vos questions posées dans le chat. Mais avant de commencer, nous souhaitons vous faire part encore de quelques points importants. Vos caméras et micros sont désactivés pendant le webinaire afin que tout se déroule du mieux que possible. Le webinaire durera environ 1 heure et sera enregistré et donc par après sera mis à disposition en replay sur notre site valleypack.academy et nous vous enverrons également les slides de la présentation par après. Et à la fin de la session, nous organiserons une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous essayons de répondre au maximum de questions. Mais si certaines questions demandent un débat un peu plus élargi, nous vous recontacterons par après pour en discuter. Donc, merci de vous identifier également alors par votre prénom et votre nom de famille dans le chat. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui vous présentera l'impact du règlement européen sur les emballages et déchets des emballages. Et Valleypack en tant que l'organisme de gestion des emballages industriels. Donc, notre webinaire portera essentiellement sur ce sujet. Et malheureusement, nos collègues de FOS Plus ne pouvaient pas être présents dans le webinaire. C'est pourquoi, en accord avec eux, nous aborderons brièvement l'impact sur les emballages ménagers. Voilà, Ingrid. Pardon, voilà. Merci Vienna pour l'introduction. Donc, comme Vienna vient de l'expliquer, nous allons vous parler aujourd'hui de l'impact du règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballage. Et notre focus principal sera les emballages commerciaux et industriels. Donc, si vous souhaitez des précisions sur les emballages ménagers, nous ne pourrons pas entrer en détail sur ce point-là aujourd'hui, en tout cas. Notre équipe a suivi le déroulement de ces règlements de très près depuis bientôt 2 ans maintenant. Nous avons à chaque fois dans les discussions mis en valeur le système belge, un système qui est performant, un système qui est aussi spécifique pour les emballages industriels, ce qui est finalement une exception sur la scène européenne, puisque nous sommes encore aujourd'hui le seul organisme qui s'occupe spécifiquement des déchets d'emballage industriels. Alors, les informations que nous vous présentons aujourd'hui, elles sont issues de la toute dernière version du règlement qui a été approuvé le 24 avril dernier par le Parlement européen. Et nous avons essayé d'estimer l'impact de ce nouveau règlement du mieux que nous pouvons sur l'ensemble de l'industrie belge, en fonction de nos connaissances et en fonction des informations à notre disposition. Nous attirons toutefois votre attention que même si le texte, il y a peu de chances que le texte subisse encore des modifications, nous ne pouvons toutefois pas garantir que son contenu actuel n'évoluera pas dans les prochains mois. Et nous ne savons pas non plus de quelle manière le règlement sera implémenté en Belgique. Ceci dit, nous poursuivons les négociations avec les autorités belges pour continuer à défendre les intérêts de l'industrie et du système belge. Alors,
pourquoi est-ce que nous sommes assis virtuellement aujourd'hui autour de la table? C'est pour parler en fait de l'évolution d'une directive européenne qui date de 1994, directive emballage et déchets d'emballage, qui imposait à l'époque aux États membres de réduire le volume et la nocivité des emballages mis sur le marché. Cette directive d'origine a été revue à 2 reprises depuis 1994, une première fois en 2015 et une seconde fois en 2018. Et puis, je pense, début 2022, la Commission européenne a commencé à travailler sur un projet de règlement, ce qui signifie que la directive a été transformée en règlement. Et que ce règlement a été publié dans sa version initiale en novembre, je pense novembre 2022. Alors pour les personnes d'entre nous qui ne sont pas juristes, quelle est la différence entre une directive et un règlement? Une directive, en fait, laisse beaucoup de liberté aux États membres dans la façon dont ils vont interpréter le texte de loi et pouvoir l'implémenter dans la législation locale. Un règlement, en revanche, stipule que le texte doit être implémenté tel quel et de manière immédiate dans tous les États membres. Nous estimons que la dernière étape dans le processus d'approbation de ce règlement sera septembre ou octobre de cette année, avec une approbation formelle par le Conseil, donc le Conseil de l'Europe, et que l'entrée en vigueur du règlement se fera 18 mois après sa publication au journal officiel, à savoir quelque part dans le courant de 2026. Si on parle un peu maintenant des objectifs de ce règlement, donc quelle est la raison pour laquelle la Commission a voulu évoluer d'une directive à un règlement? C'est en fait un petit peu le constat que un certain nombre d'États membres ne parviennent toujours pas à atteindre les objectifs de recyclage pour les déchets d'emballage tels qu'ils sont stipulés dans la directive d'origine. La Commission se disait qu'en implémentant, en imposant un système harmonisé donc pour l'ensemble des États membres, un système qui implique l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, et en leur imposant des responsabilités, on pourrait un peu remédier à la situation et améliorer les résultats dans l'ensemble de l'Europe. Donc le premier objectif du règlement, c'est l'harmonisation. La façon dont les choses vont se faire en Belgique devront en principe se faire pareillement en France, aux Pays-Bas ou dans tout autre pays de l'Union européenne. Un autre objectif très important, c'est la prévention. Nous devons absolument évoluer vers une diminution de la quantité de déchets d'emballage qui sont générés chaque année au sein de l'Union européenne. Améliorer la recyclabilité pour parvenir à une recyclabilité absolue. Et ensuite, la réutilisation qui sera un des moyens importants pour obtenir les objectifs de prévention. Alors, donc on vous a parlé ici de recyclabilité. On va donc avoir une définition d'un emballage recyclable. Et dans le règlement, pardon, stipule que en 2030, tous les emballages qui sont mis sur le marché devront être recyclables. Qu'est-ce que la Commission entend par être recyclable?
Pour être considéré comme recyclable, un emballage va devoir répondre en premier lieu à quatre critères. Tout d'abord, il devra être conçu pour le recyclage matière. Ensuite, la matière qui sera issue du processus de recyclage pourra être utilisée comme matière première secondaire, hein, donc pour remplacer les matières premières primaires. L'emballage doit aussi pouvoir être collecté de manière séparée et triés de façon à ce que leur présence dans un flux d'emballage ne nuise pas à la recyclabilité des autres flux de déchets. Et l'emballage devra être recyclable à l'échelle à partir de 2035. Alors, le concept de recyclabilité à l'échelle, il a évolué un certain nombre de fois dans le règlement. Et ça signifie en fait que l'ensemble des pays membres de l'Union européenne doivent atteindre un taux minimum de recyclage de 55% pour chaque type d'emballage mis sur le marché. Alors, un type d'emballage, c'est par exemple une bouteille en PET, du film en polyéthylène, du polystyrène expansé. C'est donc un niveau de détail qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on conçoit aujourd'hui avec le dénominateur commun, les plastiques. Donc, on ne va plus parler d'un type d'emballage, ce n'est pas plastique, mais c'est plastique, ce sera une catégorie. Et le type d'emballage, ce sera vraiment comme je viens de vous l'expliquer, un exemple, bouteille, film, etc., etc. Voilà, donc sur le slide suivant, on vous donne en tout cas la liste provisoire des types d'emballage concernés pour le plastique. Donc voilà, pour vous expliquer qu'on va beaucoup plus loin que ce qui est mis en place jusqu'à présent. Pour pouvoir être considérés comme recyclables, les emballages qui sont mis sur le marché devront en plus répondre à des critères de Design for Recycling, des critères qui seront seulement prochainement développés par la Commission européenne. Mais en tout cas, ils seront basés sur 3 niveaux de performance par rapport à la recyclabilité. Et ces niveaux sont nommés par les 3 premières lettres de l'alphabet, donc A, B et C. Vous voyez à chaque fois un pourcentage qui est mentionné. Le niveau de performance de recyclabilité A est de 95%. Ça signifie que 95% du poids de l'emballage doit être compatible avec les Design for Recycling Guidelines. 80% pour le niveau B et 70% pour le niveau C. Pour chaque niveau de performance, on va aussi avoir un tarif différencié, donc des contributions de financement qui seront basées sur les niveaux de performance de A à C. Et chaque niveau de performance sera lié à un type d'emballage. Donc, si on reprend l'exemple du plastique dont on vient de parler, il se peut très bien que nous ayons 6 types d'emballages plastiques différents, avec pour chaque type d'emballage 3 niveaux de recyclabilité et donc 3 types de contributions de financement. C'est ce qu'on appelle donc l'éco-modulation. À partir de 2038, le niveau C, donc tout emballage dont la recyclabilité est inférieure à 70%, dont la compatibilité est inférieure à 70% par rapport au Design for Recycling Guidelines, ne pourra plus être mis sur le marché. Si vous lisez un petit peu entre les lignes, ça veut dire que les déclarations que vous faites à Valipack, mais que vous ferez également si vous faites des déclarations dans d'autres États membres,
elles vont devenir beaucoup plus détaillées. Donc, au lieu de déclarer aujourd'hui, comme vous le faites, une ligne pour le plastique, vous allez devoir peut-être aller jusqu'à 6 lignes pardon, différentes qui seront chacune décomposées en 3 catégories de tarifs. Je passe maintenant la parole à Vienna qui va vous expliquer un peu comment aujourd'hui on intervient pour guider nos clients vers plus de recyclabilité de leurs emballages. Merci Ingrid. Donc voilà, en effet, Valipack a anticipé cette législation et donc met déjà à votre disposition des Design for Recycling Guidelines. Donc, vous pouvez déjà évaluer maintenant la recyclabilité de vos emballages, et ceci donc pour les emballages en papier carton et en plastique. Et cet outil donc se trouve sur notre site web valipack.academy. Et bien sûr, cet outil est basé sur les critères actuels de la recyclabilité. Et donc, dans le futur, dès que les guidelines sont établis par la Commission, nous adapterons dans le futur donc cet outil en fonction des nouvelles guidelines. Mais donc, faites déjà le test maintenant pour connaître la recyclabilité de vos emballages en papier carton et en plastique. Qu'est-ce qui est encore mentionné dans le Packaging et Packaging Waste Regulation, c'est que maximum 50% d'espace peut être vide. Et ceci est d'application dans les emballages de groupage, de transport et aussi de e-commerce. Et donc, l'espace qui est occupé par des matériaux de remplissage, comme par exemple la mousse, les coussins d'air ou le papier, sont aussi considérés comme de l'espace vide. Et ça veut dire que c'est donc la responsabilité des responsables d'emballage donc, à suivre ces règles-là. Et bien sûr, ainsi, on veut minimaliser les emballages qui sont utilisés et donc mis sur le marché belge. La Commission a également défini dans le PPER qui est responsable pour la conformité de la recyclabilité des emballages. C'est le fabricant d'emballage et donc le fournisseur d'emballage qui doivent apporter la preuve que l'emballage est conforme à l'un des 3 niveaux de recyclabilité donc, que Ingrid vient d'expliquer. Et donc, dans le cas où le fabricant ou le fournisseur sont situés en dehors de l'Union européenne, la preuve doit être apportée par l'utilisateur de l'emballage ou l'importateur. Donc, quelques exemples. Si vous achetez un emballage auprès d'une entreprise située au sein de l'Union européenne, cette entreprise a l'obligation de fournir donc une documentation technique de la recyclabilité de l'emballage. Mais si le fournisseur de l'emballage ou du produit emballé se situe donc en dehors de l'Union européenne, c'est votre entreprise même qui a l'obligation de démontrer d'une façon ou d'une autre la recyclabilité de l'emballage. Voilà Ingrid, je vous laisse la parole pour continuer à parler sur le contenu recyclé. Merci. Donc, un objectif encore assez ambitieux de la Commission européenne, c'est de stimuler la collecte sélective des déchets de plastique en imposant certains taux d'utilisation de contenu recyclé. Donc, à partir de janvier 2030, toute partie en plastique d'un emballage, quel qu'il soit, devra contenir un minimum de contenu recyclé post-consommateur, donc qui provient effectivement de déchets d'emballage collectés auprès des entreprises ou des citoyens. Quels objectifs? Donc, vous voyez, les 3 premiers objectifs sont imposés aux emballages ménagers.
les emballages sensibles au contact en PET, les emballages sensibles au contact qui ne sont pas en PET, et les bouteilles de boissons en plastique à usage unique. Je vous laisse découvrir les pourcentages. Nous allons nous attarder plus spécifiquement au cas des autres emballages en plastique, puisqu'ils couvrent l'emballage commercial et industriel. Donc d'ici 2030, 35% de toute partie d'un emballage industriel en plastique devra contenir 35% de contenu recyclé post-consommateur. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'emballage commercial ou industriel en plastique? C'est par exemple un film étirable en plastique, une housse rétractable de palette, un fût en plastique, un sac de 25 kg par exemple pour matière première, un big bag, un seau en plastique, du polystyrène expansé d'emballage et aussi des liens de cerclage en plastique. Alors, quelques exceptions à cette obligation de contenu recyclé minimum, ce sont les emballages qui sont sensibles au contact pour les dispositifs médicaux ou des denrées alimentaires, les emballages de produits dangereux et toute partie en plastique d'un emballage qui représente moins de 5% du poids total de l'unité d'emballage. Alors, que faisons-nous aujourd'hui déjà chez Valipack pour aider nos clients à réaliser leur transition vers des emballages avec contenu recyclé? Nous avons mis au point un système de bonus déjà depuis 2 ans. Un bonus que nos clients peuvent recevoir et qui s'élève à 50 € par tonne de matière recyclée utilisée dans les emballages industriels en plastique. Ces emballages doivent cependant répondre à quelques conditions. Ils doivent contenir un minimum de 30% de contenu recyclé post-consommateur. Ils doivent être utilisés pour commercialiser des marchandises sur le marché belge et ils doivent être achetés chez un fournisseur répertorié sur la plateforme myrecyclecontent.be. Pourquoi sur cette plateforme? Parce que les fournisseurs qui sont présents sur cette plateforme présentent la garantie que le pourcentage de contenu recyclé dans les emballages qu'ils proposent a été certifié par des organismes de contrôle officiels. Et donc, ça facilite la recherche des entreprises, en fait, pour trouver un fournisseur qui propose ce genre de produit. Et puisque nous avons voulu être proactifs, hein, on a développé cette plateforme pour la Belgique, pour aider les entreprises belges à utiliser des emballages avec contenu recyclé. On a collaboré de manière très active avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, avec qui nous partageons les informations relatives à ces fournisseurs. Et ces 3 pays ont développé leur propre plateforme et proposent les informations qui sont relatives au marché local. Je vais maintenant céder la parole de nouveau à Vienna qui ne va pas nous parler. C'est moi qui vais continuer. Elle me fait signe que non. Ok. Non, voilà, je reviens à mes moutons. Non, je vais donc vous parler d'une obligation encore supplémentaire, parce qu'il y en a quand même quelques-unes dans le règlement. C'est encore une obligation très ambitieuse, puisqu'elle concerne la réutilisation. Alors, l'objectif, en fait, pour les transports au sein de l'Union européenne, c'est que les emballages de vente et de transport soient pour 40% réutilisables, donc pour vraiment le transport de marchandises au sein de l'Union européenne. Alors, de quel type d'emballage est-ce qu'on parle dans le règlement? Ce sont des palettes, des boîtes en plastique, des boîtes en plastique pliantes,
des trays, aussi des palettes en plastique, des IBC rigides ou des IBC flexibles qu'on appelle plus communément les big bags, mais aussi les fûts en métal, les fûts en plastique, les seaux, les jerrycans et les films étirables, les films rétractables et les liens de cerclage. Pour ces derniers, donc les films étirables, les housses rétractables et les liens de cerclage, en raison d'un fort lobby de l'industrie du plastique, la Commission européenne s'est engagée à faire une évaluation sur la nécessité d'imposer un objectif de réutilisation spécifique donc pour ces emballages, donc les films et les liens de cerclage. Et que si effectivement on arrive au constat qu'il faut imposer un objectif de réutilisation, de déterminer quel sera le pourcentage de réutilisation. Donc, cette première partie, c'était pour les transports intra-européens. Un deuxième objectif, lui, concerne les transports au sein d'un même État membre. Donc d'entreprise à entreprise au sein d'un même État membre, mais aussi les transports entre deux sites d'une même entreprise au sein de l'Union européenne. Donc, admettons, une entreprise belge effectue un transport vers l'Espagne dans des emballages de transport, encore une fois. Ces emballages devront être 100% réutilisables. Donc, je répète, tous les transports au sein de la Belgique 100% réutilisables, ainsi que les transports entre sites d'une même entreprise dans des États membres différents. Voilà, là, je pense que je peux céder la parole à Vienna qui va vous parler de certaines exceptions à cette obligation de réutilisation. En effet, donc, il y a quelques exceptions sur l'utilisation des emballages réutilisables qui sont donc admis, et c'est pour des produits dangereux, donc aussi pour les boîtes en carton, mais aussi donc les emballages sur mesure pour des machines de grande taille. Donc là, on parle des emballages qui sont moins standardisés et des emballages flexibles en contact direct avec de la nourriture. Donc, imaginons qu'un Big Bag pardon, qui contienne des produits alimentaires. Donc là, donc on ne doit pas utiliser un emballage réutilisable. Alors, on a aussi déterminé des règles au niveau des emballages réutilisables pour les emballages de groupage. Donc là, en 2030, il y a 10% des emballages de groupage sous forme de boîte qui doit être réutilisable. Et donc, en 2040, on augmente vers 25% qui doit être réutilisable. Mais donc, les boîtes en carton sont bien exclues de ces règles. Alors, au niveau des emballages ménagers, des objectifs de réutilisation donc, sont un peu moins ambitieux, mais donc sont également fixés. Donc c'est tout ce qui est la distribution de boissons au sein d'un même État membre. Et là, donc, on parle d'un objectif de 10% pour 2030 et un objectif de 40% pour 2040. Et là, il y a aussi quelques exceptions, donc comme pour des boissons qui sont très périssables, pour certains types de vins, pour les vins aromatisés et aussi pour les spiritueux. Donc, on fait une exception.
Voilà, donc maintenant, on va parler d'un autre objectif dans le règlement, hein. Donc, Ingrid a parlé de 4 grands objectifs et donc prévention est une des objectifs. Là, on a déterminé qu'on veut une réduction des déchets d'emballage de 5% en 2030, de 10% en 2035 et on doit passer à 15% en 2030, donc qui a moins de déchets d'emballage. Et donc, l'année de référence est 2018. En Belgique, donc, depuis la création de Valipack, les quantités mises sur le marché, ils n'ont pas diminué, donc ils ont même un peu augmenté. Donc, il est peu probable que ces quantités vont diminuer d'ici donc 2030. Donc, l'objectif de réutilisation dont on vient de parler sera donc essentiel pour atteindre aussi les objectifs de prévention. Alors, regardons les objectifs de recyclage. Ceux-ci sont déterminés par matériaux et on voit ici les différents chiffres par matériaux qu'on doit atteindre pour 2025 et aussi pour 2030 en Europe. Ceux-là n'ont pas changé, mais ce qui est important, c'est que chaque État membre a la possibilité d'imposer des taux de recyclage qui sont plus élevés, comme déjà c'est le cas pour la Belgique. Et donc, par exemple, en Belgique maintenant, les taux de recyclage qui sont d'application pour l'instant sont pour papier, carton, métal et le verre. Ils sont de 90%. Pour le bois, on doit atteindre un taux de recyclage de 80% et pour le plastique, 55%. Donc, qui sont plus élevés que ceux qui sont demandés par l'Europe. Mais alors, il est peu probable que la Belgique même va revoir ses objectifs à la baisse. Et à présent, je vais encore présenter quelques slides spécifiques sur les emballages ménagers. Donc, comme promis, c'est plutôt ce qui concerne PostPlus. Donc, à partir de 2029, il sera obligatoire de mettre en place un système de consigne pour les bouteilles en plastique et aussi les canettes en métal jusqu'à 3 litres. On doit également atteindre un taux de collecte sélectif de 90%. Là, c'est très important de noter que les États membres qui dépassent 80% de taux de collecte en 2026, vont recevoir une exception sur la règle. Mais donc, c'est pas seulement avoir 80% de collecte sélective, ils doivent être aussi capables de présenter une stratégie pour atteindre les 90%. À part ceci, il y a encore quelques autres exceptions qui ne doivent pas mettre en place un système de consigne. Et ce sont les vins aromatisés et spiritueux, mais donc aussi le lait et les produits laitiers ne doivent pas mettre en place un système de consigne. Pour les emballages ménagers, il y a également quelques emballages qui sont interdits encore de les mettre sur le marché à partir de 2030. Et là, ça concerne surtout en fait des emballages en plastique, utilisés pour grouper des emballages à usage unique, mais aussi donc les emballages en plastique pour tout ce qui est fruits et légumes. Dans l'ORECA, c'est aussi les emballages en plastique pour
consommer donc sur place des boissons et de la nourriture. Et donc également dans l'horeca, donc des emballages en plastique de condiments, de sauces et des autres petits formats d'emballage donc qui seront interdits. Pour le secteur de l'hébergement, donc il y a les petits produits cosmétiques et de toilettes donc qu'on peut plus utiliser non plus. Et dernière chose, ce sont les sacs en plastique très légers, non compostables, donc qui sont interdits. La Commission a également déterminé des règles pour informer les consommateurs, et ceci donc via un pictogramme et un code QR. Donc, le code QR va servir à donner des informations sur la composition de l'emballage, tandis que le pictogramme sera obligatoire pour donner des instructions sur le tri donc aux consommateurs. Et donc là, ça sera également utilisés, ou les mêmes pictogrammes doivent être utilisés sur les poubelles et des autres récipients donc pour justement faciliter le tri. Il y aura également un code QR sur les emballages réutilisables et donc là c'est pour identifier qu'il y a bien un système de réutilisation qui est derrière les emballages. Voilà, donc là c'était les informations les plus importantes pour tout ce qui est emballage ménager. Maintenant, je tiens encore à vous donner une dernière information qui est aussi en rapport en fait avec le PPVR. Et c'est afin de démontrer que les déchets d'emballage sont effectivement recyclés. Donc là, il est bien sûr nécessaire qu'on connaisse les destinations et donc vérifier aussi les circonstances de recyclage. Et au niveau de plastique et aussi dans une moindre mesure pour le carton, il y a une partie des déchets exportés en dehors d'Europe qui est fait par l'intermédiaire en fait de traders. Donc, ce sont des sociétés qui achètent des lots de plastique de différents collecteurs et aussi dans différents pays, et donc qui vont éventuellement encore trier les différents emballages et qui vont les regrouper dans des qualités homogènes. Et après, ils les revendent à des recycleurs. Et par le port d'Anvers et aussi la proximité du port de Rotterdam, donc la plupart des traders sont belges ou néerlandais. Et Valipak a conclu un contrat avec les traders donc de plastique pour en fait connaître les destinations finales donc des déchets qui viennent en fait de la Belgique. Donc ainsi, on a pu déterminer que 42% des déchets sont recyclés en Europe, que 15% des déchets sont recyclés en Turquie et 43% est recyclé en Asie. Et donc, une fois qu'on a déterminé les différentes destinations où se trouvent les recycleurs, nous avons fait réaliser des audits par le bureau indépendant SGS afin donc de contrôler que les déchets étaient effectivement et donc intégralement recyclés. Mais ils ont aussi contrôlé d'autres aspects comme par exemple le permis d'exploitation, le rejet dans l'eau ou l'atmosphère, les conditions de sécurité, sécurité même donc sur le site, ou le travail d'enfants.
Et donc, seuls les opérateurs qui opèrent dans des conditions qui sont similaires à celles donc pratiquées en Europe sont considérés comme conformes et donc sont acceptés. Et jusqu'à présent, on a réalisé déjà 72 audits dans lesquels on a donc pu constater que 8 étaient non conformes. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fait savoir cette information aux différentes traders et donc on a aussi demandé de stopper la collaboration avec eux parce que en fait aussi les tonnages concernés chez donc les 8 recycleurs non conformes sont déduits des résultats de recyclage de Valipack. Et donc, les audits de contrôle des SGS ne sont pas annoncés et donc ils refont en fait tous les 2 ans. Donc, la procédure d'audit en fait est refaite. Et donc, au bout de 6 mois, donc, les recycleurs donc, qui n'étaient pas conformes sont à nouveau audités afin donc, de vérifier s'ils ont tenu compte du rapport de remédiation donc, qu'on a donné à eux. Donc, comme résultat, donc, il y a beaucoup d'informations qui sont collectées et on a mis à disposition ces informations aux collecteurs donc, qui sont affiliés donc, de Valipack. Et vous, en tant que client aussi de ces collecteurs, donc vous avez à présent donc, la possibilité de leur demander un rapport de traçabilité et de conformité. Et donc, dans ce rapport, il a mis dans quelle région du monde vos déchets de plastique ont été recyclés et quel est le niveau de conformité des recycleurs donc avec lesquels votre collaborateur travaille en direct ou bien par l'intermédiaire donc de traders. Et si vous voulez savoir plus à ce sujet, donc il y a encore un webinaire spécifique donc à ce sujet et c'est donc le 13 juin à 14 heures et vous pouvez toujours vous inscrire sur notre site valipack.academy. Donc, mais n'hésitez pas entre-temps à déjà demander le rapport à votre collecteur donc qui est aussi affilié donc de Valipack. Voilà, nous sommes à la fin de la présentation, donc la partie de la présentation de ce webinaire. Et donc maintenant, on va passer à la séance de questions-réponses.